Nous allons maintenant faire des manipulations sur une base de données. Donc, il existe plusieurs façons d'accéder à sa base de données et d'y faire des modifications. Donc, on peut utiliser une ligne de commande, c'est-à-dire la console. Je crois que vous connaissez déjà ce qu'on appelle la console. Il suffit de taper par CMD ici et vous lancez votre console. Donc, vous pouvez utiliser aussi cet outil pour accéder à votre base de données. Ou aussi exécuter des requêtes en PHP, ce qu'on va bien sûr faire dans ce cours aussi, ou faire appel à un programme qui nous permet d'avoir rapidement une vue d'ensemble. Rapidement, voilà. Maintenant, je vous propose de découvrir PHP MyAdmin, un des outils les plus connus permettant de manipuler une base de données MySQL. Donc, PHP MyAdmin vient avec WAMP, que moi j'utilise, peut-être d'autres utilisent ZAMP et autres, donc c'est la même chose. Donc, pour cela, démarrer WAMP. Pour démarrer WAMP, c'est simple, vous cherchez WAMP ici, et vous cliquez, vous lancez WAMP. Chez moi je l'ai déjà lancé, donc je clique sur non. Sinon, vous cliquez sur oui, tout simplement. Très bien. Donc, vous attendez à ce que l'icône de WAMP devienne verte ici. Comme vous l'avez vu chez moi, l'icône est bien verte. Maintenant, on va faire un clic gauche, d'accord, sur l'icône. Et ainsi, on va trouver PHP MyAdmin qui va s'afficher du haut vers le bas. C'est le deuxième, c'est la deuxième option, ou bien c'est le deuxième programme. Très bien. Et chez moi, j'ai deux possibilités pour PHP MyAdmin. Il y a le 5.1 et puis 4.9. Moi, je vais prendre le 5.1. Je clique sur ça. Voilà. Euh, une fois lancé, il va falloir maintenant se connecter. Pour se connecter, vous allez renseigner l'utilisateur, le nom d'utilisateur et puis le mot de passe. Par défaut, en installant WAMP, le nom d'utilisateur c'est root et il n'y a pas de mot de passe. Pour ceux qui ont changé quelque chose, c'est-à-dire le mot de passe ou le nom d'utilisateur lors de l'installation, vous renseignez ce nom d'utilisateur que vous avez renseigné là-bas, quand vous étiez en train de faire l'installation, et vous mettez ici le mot de passe que vous aviez mis lorsque vous étiez en train d'installer exactement WAMP. Pour ma part, le nom d'utilisateur, je ne l'ai pas changé, donc je laisse root par défaut. Et le mot de passe, je n'en ai pas mis non plus. Donc je clique sur exécuter. Et là, je tombe sur l'interface de PHP MyAdmin. C'est la fenêtre qui va nous permettre de gérer nos bases de données qu'on aura créées tout au long de ce tutoriel. À gauche, vous avez la liste des bases de données que vous avez créées. Mais par défaut, pour ceux qui n'ont pas encore créé une base de données, vous aurez une base de données qui s'appelle Information Schema. Ça, c'est une base de données par défaut. Il y a aussi MySQL qui est là par défaut. Performance Schema aussi par défaut. Et 6 aussi, ce sont des bases de données qui sont là par défaut. Si vous voulez voir des informations dans une base de données, il suffit de cliquer sur la base de données tout simplement comme ceci. Voilà, et vous aurez l'ensemble des tables qui sont dans la base de données. Voilà. Ou soit, si vous ne voulez pas directement cliquer sur la base de données, vous cliquez sur le signe plus qui est à gauche de la base de données. Et là, vous aurez la liste de toutes les tables qui sont à l'intérieur de la base de données. Très bien. Maintenant, on va revenir exactement sur cette partie-là. En haut, vous avez base de données, SQL, état, compte utilisateur, ainsi de suite. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie base de données. C'est là-bas, nous allons revenir tout à l'heure pour créer une base de données. Et maintenant, le SQL, voilà, dans l'épisode passé, je vous ai parlé du SQL qui va nous permettre de dialoguer avec notre base de données. Et maintenant, les comptes utilisateurs pour créer les comptes utilisateurs. Maintenant, exporter et importer, ça c'est pour exporter une base de données dans un fichier au format SQL ou autre chose. Et importer, ça nous permet d'importer, d'accord, de prendre une base de données ailleurs et maintenant l'amener ici. Donc, ce que nous allons faire rapidement, c'est de créer une base de données simple qu'on va nommer test. Très bien. Donc, je reviens tout simplement dans la partie base de données. Et juste en bas ici, vous voyez, on dit nom de la base de données. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper le nom de la base de données. Et pour moi, le nom que je vais donner, c'est test. Très bien. Et maintenant, je clique sur créer. Voilà. Donc, notre base de données est créée. Si on revient, on doit retrouver cette base de données juste à côté ici.
Et vous remarquez, c'est bien écrit, aucune table n'a été trouvée dans cette base de données. C'est vrai, on n'a pas encore créé une table dans notre base de données. Donc nous allons créer une table correspondant à nos ustensiles de cuisine. Donc pour cela, on va juste rentrer le nom ustensile ici. Ustensile. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va renseigner le nombre de colonnes. Ici, vous voyez, on dit le nombre de colonnes de notre table. Et combien de colonnes on avait fait ici? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça nous fait 5 colonnes. Voilà. Donc, au lieu de laisser 4 par défaut, nous on va mettre 5. J'ai la possibilité d'incrémenter ça ici. Et maintenant, je clique sur exécuter. Voilà. Donc, une fois que c'est exécuté, maintenant, on va commencer par renseigner exactement l'entête du tableau. Le numéro, le nom, la quantité, puis unitaire, puis commentaire. Très bien. Donc, ici, je vais changer une appellation. Au lieu de dire numéro, je vais dire ID. ID, ça veut dire identifiant. Donc, c'est un numéro qui me permet d'identifier de façon unique chaque enregistrement, chaque ligne de ma table. Si vous regardez très bien dans ce tableau, on peut avoir plusieurs fois plat, c'est-à-dire des ustensiles qui ont le même nom, même quantité, pourquoi pas. Mais avec une petite différence quelque part. Maintenant, pour identifier ça de façon unique, j'ai utilisé le numéro 7. Si je dis numéro 1, je sais que dans ma table, numéro 1 correspond à plat en or et numéro 2, c'est plat en verre. Là, même si les noms se ressemblent, quand il dit numéro 1, on sait de quoi je parle. Quand il dit numéro 2, on sait de quoi je parle. Donc, en ce sens aussi, dans les bases de données, vous allez voir plutôt ID que numéro. Donc, moi aussi, je vais utiliser numéro. Maintenant, le type de la donnée. Si vous regardez bien, dans la colonne numéro ici, j'ai mis que des nombres. Voilà. Donc, c'est ce qu'il nous demande ici. Est-ce que ce sont des nombres ou bien c'est autre chose que je vais enregistrer dans cette colonne-là? Et pour ma part, c'est exactement les nombres. Et pas n'importe quel nombre, ce sont des nombres entiers. Donc, c'est ça le int. Voilà, vous voyez par défaut, c'est le int. Vous avez aussi plusieurs types d'int. Il y a le tiny int, small int, medium int, ainsi de suite. Tout dépend de la taille des nombres que vous allez enregistrer. Si vous savez que vous avez des milliards d'ustensiles dans votre cuisine, là, ce ne serait pas bien de choisir par exemple tiny int. Tiny int, c'est limité. Quand j'amène ma souris sur tiny int, vous voyez, c'est bien écrit. Un nombre entier de 1 octet. Donc, la fourchette des nombres avec signe est de moins 128 à 127. Donc, vous ne pouvez pas enregistrer les numéros au-delà de 127. Donc, si vous savez que vos données dépassent 127, là, vous devez prendre quelque chose qui est plus supérieur. Alors, vous ne prenez pas un small int. Ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure que je descends, le nombre devient plus grand. Très bien. Maintenant, vient la taille. La taille, on ne va pas trop traîner là-dessus. C'est pour voir, quand il s'agit des nombres, justement, si vous mettez par exemple 4 ici, si je mets la taille 4, ça veut dire que mes nombres seront écrits sous cette forme-là. 00, voilà, 001, 002, 003, ainsi de suite. Je parle des nombres, bien sûr. Pour moi, je ne vais rien mettre là-bas. Je vais laisser par défaut. Donc, les valeurs par défaut, c'est pour dire, OK, si par exemple, vous oubliez par exemple de renseigner une valeur pour cette colonne-là, qu'est-ce que le SGBD va considérer comme valeur? Donc, moi, je ne vais rien mettre parce que je sais que je mettrai tout en œuvre pour ne pas, d'accord, oublier de renseigner une valeur pour cette colonne-là. C'est très important. Bon, tout le reste là, bon, on va pas traîner. La partie nulle, non, mon champ là ne sera jamais nul. Maintenant, je vais choisir primary key, primary. La clé primaire, voilà, j'exécute, vous cliquez sur exécuter. Donc la clé primaire, tout ce que je viens de dire, quand vous avez un champ, d'abord qui ne doit pas être nul, dans notre cas, comme je l'ai dit, notre colonne ID là, toutes les valeurs, pour toutes les lignes, vous devez renseigner une valeur pour cette colonne-là. Ce champ ne doit pas être nul. C'est pour ça que je mettrai tout en œuvre pour cela. Et aussi, vous ne devez pas avoir une valeur en deux pour deux lignes différentes. C'est-à-dire que quoi? Par exemple, ici, j'ai mis, je vais effacer les 00 là.
j'ai mis 1 ici, je ne dois pas encore retrouver 1 ici. Jamais. Cela ne doit pas se produire. C'est-à-dire que les valeurs doivent être uniques. On ne va pas mettre 2 ici, quelqu'un va venir encore mettre 2 ici. Non, non, non. Cela ne doit pas se produire. Donc, j'empêche ces possibilités-là. Donc, en gros, mon champ ne doit pas être nul et il ne doit pas avoir duplication de données. Donc, quand vous avez un champ qui doit respecter ces propriétés-là dans une base de données, alors vous dites tout simplement que ce champ est une clé primaire. Voilà, maintenant, il y a normalement, un instant, euh, je cherche, je cherche. Il y a quelque chose que je ne trouve pas. Il y a quelque chose que je ne trouve pas. Non, c'est pas là-bas. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Normalement, il y a la partie où on doit spécifier la façon dont le champ sera géré automatiquement. Sauf que, voilà, excusez-moi, voilà. Je cherchais ceci juste en bas là. Donc, très bien. Donc, vous voyez, il y a d'autres champs qui étaient cachés, c'est ce que je cherchais. Ici, vous voyez AI, auto-increment. Là, je vais cocher ce champ-là. Pourquoi je coche plutôt ce champ? C'est que là, je vais laisser la main à l'SGBD de pouvoir générer un numéro automatiquement lorsque moi, j'ajoute les ustensiles. Quand j'ajoute la première ligne, je ne veux pas m'occuper des numéros dans le champ ID. Lui-même, il va ajouter les numéros automatiquement. Quand j'ajoute la deuxième ligne, il incrémente la première ligne pour trouver 2, 3, ainsi de suite. Comme ça, je suis rassuré qu'il y a forcément une valeur qui est enregistrée dans ce champ et aussi qu'il n'y aura pas de répétition pour ce champ-là. Très bien. Après vient quoi? Le nom. Le nom de de mes ustensiles. Si vous regardez très bien, le nom, dans le champ nom, on a enregistré des chaînes de caractères. Donc, au niveau de type, maintenant, on ne va plus prendre int parce que ce ne sont pas des nombres entiers qu'on va enregistrer dans le champ nom. Qu'est-ce qu'on va enregistrer? Ce sont des chaînes de caractères. Et pour cela, je vais choisir varchar. Voilà. Et maintenant, dans taille, si je mets par exemple 255, c'est ça même le plus grand nombre de caractères en temps normal que le type varchar peut prendre. Et quand j'écris ça comme ça, cela veut dire que quand je vais écrire le nombre de caractères ne doit pas dépasser 255. Par exemple, quand je prends le premier nom plat, ça fait combien de caractères? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, oui, les espaces aussi comptent. Ce sont des caractères. Pourquoi? Déjà, si je compte seulement les caractères que vous voyez ici, ça veut dire plat, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais j'ai compté, ça fait 10. J'ai compté aussi les espaces. Si vous mettez deux espaces, ça fait 2 caractères. Très bien. Donc, pour ma part ici, je vais renseigner, je vais dire que je vais utiliser 255 caractères, ce qui est le plus grand nombre de caractères pour ce type de champ-là. Maintenant, on va mettre quantité. Quantité, bien. La quantité, c'est un nombre, n'est-ce pas? C'est un nombre entier. On ne peut pas avoir, par exemple, cuillère 2,5. On ne peut pas dire que c'est un nombre décimal. Et la quantité, bon, on va voir, est-ce que c'est int? Int, c'est très grand. Moi, je vais choisir small int. Je n'ai pas quand même des ustensiles qui vont aller au-delà de 65 000. Regardez ici, c'est bien écrit, juste en bas. Un nombre entier de 2 octets, la fourchette des nombres avec signe est de moins 32 768 à 32 767. Quand il s'agit des nombres signés, ça. Maintenant, si ce n'est pas signé, parce que je ne peux pas avoir des ustensiles avec un nombre négatif. Par exemple, j'ai pas moins 2 cuillères. Ce n'est pas possible. Et donc, quand ce n'est pas signé, là, le nombre va de 0 à 65 535. Bon, est-ce que je peux avoir plus que ça? Bon, en tout cas, moi, je n'en ai pas. Donc, je prends juste small int. Et le reste là, je laisse tout comme ça. Voilà. Maintenant, il reste le champ prix unitaire. Je vais écrire prix unitaire ou bien on va écrire PU tout court. Bon, prix, je vais écrire PU tout simplement. Prix unitaire. Voilà. Le prix unitaire, ça peut être un nombre à virgule. Je crois bien. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? On va prendre décimal. Pour nombre, c'est un nombre décimal. Tout simplement.
Il reste maintenant commentaires. Voilà, les commentaires, c'est un grand texte qu'on peut écrire. Hein. Vu que c'est un grand texte, on peut écrire. Là, on va choisir test. Là, ça va nous donner la possibilité d'enregistrer presque une infinité de tests. Donc, c'est très simple. Hein. Une fois que toutes ces informations sont enregistrées, renseignées maintenant, on clique sur enregistrer. Donc, notre table est créée dans notre base de données test. Donc, si vous regardez très bien dans la base de données test, vous avez la table ustensile qui est enregistrée avec toutes ces colonnes-là. Dans la prochaine épisode, maintenant, on va apprendre à ajouter des lignes et faire des opérations.